Bonjour à tous, cette nouvelle vidéo est consacrée à un chef-d'œuvre de Clint Eastwood. Et pour beaucoup d'entre vous, c'est même son plus grand film. Pour nous en parler, j'ai le plaisir de recevoir Marion Filoc, réalisatrice et enseignante en cinéma. Marion, c'est aussi, je crois, un de tes films préférés de Clint Eastwood. Oui, effectivement, Clint Eastwood, j'aime beaucoup son travail et je trouve que ce film-là, il sort de tout ce que j'ai vu de lui parce qu'il y a beaucoup d'humanité, les personnages m'ont beaucoup touchée. On est vraiment face à une belle histoire de cinéma, une belle histoire de vie tout simplement. Et le fait que tu me proposes de pouvoir parler de ce film, eh ben, c'est un honneur. Voici l'essentiel sur $1 Million Baby. $1 Million Baby de Clint Eastwood, 2004. Clint Eastwood est Frankie Dunn. Il est propriétaire d'une salle de boxe dans un quartier populaire de Los Angeles. Aidé par son ami Scrap, ancien boxeur, il continue son activité d'entraîneur malgré son âge avancé. Se sentant soudain trahi par son jeune poulain qui rejoint un autre manager, il se tourne à contre-cœur vers Maggie, une jeune boxeuse sans un rond qui le supplie de la former. À force de ténacité, elle va aller avec lui jusqu'au championnat du monde. Margaret Fitzgerald dit Maggie est incarnée par Hilary Swank. Elle a reçu 2 Oscars pour un premier rôle. Le premier pour Boys Don't Cry et le second pour $1 Million Baby. Elle est magnifique dans Écrire pour exister de Richard Lagravenese, le scénariste de Sur la route de Madison qui passe derrière la caméra. Un de ses derniers rôles est celui d'Athena dans The Hunt. Pour sa première séquence, le réalisateur rend hommage à son personnage de Maggie en la montrant en train de s'entraîner à la boxe. Pour se préparer à son rôle, Hilary Swank s'est entraînée avec Hector Roca, ancien coach de boxeurs célèbres. Eddie Dupriest, dit Scrap, est joué par Morgan Freeman. Ami de Clint Eastwood, il tourne aussi dans Impitoyable en 1992 et Invictus en 2009, dans lequel il incarne Nelson Mandela. De Clint Eastwood, il déclare « J'irai tout nu asperger d'essence dans un champ en flammes pour travailler avec lui ». On retrouve 2 boxeurs de la salle de Frankie dans le MCU. Anthony Mackie sera Sam Wilson alias le Faucon et Michael Peña sera Louis, le comparse de Scott Lang dans Ant-Man. La sœur de Maggie est jouée par Riki Lindhome. Elle sera une infirmière dans l'échange, de nouveau pour Clint Eastwood. Billy Osterman, dite l'ours bleu, est l'adversaire de Maggie pour le titre des poids welters de la WBA. Elle est jouée par Lucia Ricker, une boxeuse professionnelle néerlandaise. Elle est aussi la sparring partner d'Hilary Swank pendant le tournage du film. Enfin, voici Morgan Eastwood, là, dans la voiture, qui salue Maggie. C'est la fille de Dina Ruiz et de Clint Eastwood. La Warner Bros, timide sur le projet, ne met que la moitié de la somme nécessaire. Pour apporter la moitié manquante, le réalisateur s'adresse à Tom Rosenberg de la compagnie Lakeshore. Clint Eastwood tourne le film 40 jours à Los Angeles. Les matchs de boxe sont filmés au Grand Olympic Auditorium à Downtown. Clint Eastwood ne se sépare pas de ses fidèles collaborateurs. Henry Bumstead, son décorateur, découvre un vieil entrepôt fermé et le propose au réalisateur qui en fera la salle de boxe du film. Par son travail éblouissant, Tom Stern, le directeur de la photo, est presque le co-auteur du film. Nous y reviendrons. Comme pour Mystic River, la partition est signée de Clint Eastwood. Il accentue l'aspect mélancolique de son film par des notes jouées essentiellement au piano. Clint Eastwood gagne une nomination aux Grammy Awards aux côtés de Howard Shore et John Williams. Enfin, c'est le 23e film de Clint Eastwood monté par Joel Cox. Il l'a rencontré en 1976 sur L'inspecteur ne renonce jamais. Le film est l'adaptation d'au moins 2 nouvelles de l'entraîneur de boxe Jerry Boyd. Elles sont parues dans le recueil La brûlure des cordes. L'une d'entre elles est titrée $1 Million Baby. Il possède une longue expérience de soigneur dans le monde de la boxe. C'est de là qu'il puise les nombreux détails qui seront dans le film. Mais l'écrivain décède 1 mois après avoir signé avec Clint Eastwood. Le titre de la nouvelle, comme celui du film, vient du boxeur Sonny Liston. En 1964, il défend son titre de champion du monde contre le jeune Cassius Clay. Il lui écrit la veille du combat « Tu es mon bébé à $1 million. Alors s'il te plaît, ne laisse rien t'arriver avant demain soir. » L'adaptation est confiée à Paul Haggis. Pour Clint Eastwood, il signe aussi Mémoire de nos pères et Lettres d'Iwo Jima. Il a renouvelé la franchise James Bond en étant l'auteur de Casino Royale et de Quantum of Solace. Une grande partie du film est la description précise du monde de la boxe. Frankie Dunn est propriétaire d'un hit pit. Dans ces établissements, des cours de boxe y sont proposés à des débutants qui souhaitent apprendre pour se mettre en forme et gagner en confiance, mais aussi à des combattants amateurs et professionnels. Basé sur les connaissances de Jerry Boyd, le réalisateur montre les détails techniques des soigneurs pendant les combats. Entre chaque round, le coach et le soigneur montent sur le ring. Ici, la réparation provisoire du nez cassé. En pressant avec les doigts et en soulevant le haut du nez à l'aide de coton-tige, le soigneur manipule les os pour les remettre en place. Clint Eastwood s'attarde aussi sur l'importance du coaching, comme dans cette séquence où
Frankie remplace au pied levé son entraîneur. « Laisse ton gauche, lui dit-il alors qu'elle est en train de perdre. Ce sera plus facile. Elle croit te connaître. Quand tu le baisses, elle passe au-dessus. Alors, attends-la. Et quand elle prépare son droit, fais un pas de côté et balance un uppercut. » On verra Maggie exécuter à la lettre ses consignes et gagner par KO. Ces relations essentielles entre un coach et un boxeur sont au cœur de la saga Rocky avec Sylvester Stallone. Rocky et Mickey, incarnés par Burgess Meredith. Rocky et Apollo Creed, incarnés par Carl Weathers. Rocky, entraîneur cette fois-ci, avec Adonis Creed, incarné par Michael B. Jordan. De tous les sports, la boxe est celui qui se prête le mieux au cinéma. Sa surface horizontale sur laquelle on combat est presque la même que celle verticale de l'écran de cinéma. Ces deux surfaces sont les espaces de toutes les dramaturgies. Les grands films consacrés entièrement au noble art sont la saga Rocky, qui comporte déjà 9 films. Raging Bull de Martin Scorsese, avec Robert De Niro en Jake LaMotta. Ali de Michael Mann, avec Will Smith en Cassius Clay. Mais aussi Gentleman Jim, avec Errol Flynn. Nous avons gagné ce soir avec Robert Ryan, et 2 champions, un avec Kirk Douglas et un avec John Voight. Clint Eastwood réalise un film qui va bien au-delà de l'exploration précise du monde de la boxe. Il tisse aussi une relation intense entre son personnage et celui de Maggie. Sa présence comme acteur principal oriente aussi sa mise en scène. Devant et derrière la caméra, il est à la fois l'héritier de John Ford et de Frank Capra. Héritier de John Ford quand il incarne un manager qui refuse de s'intéresser à une boxeuse. Il use au départ de tous les raccourcis qui définissent le mâle alpha. Il n'entraîne que les hommes et, de toute façon, à 31 ans, elle est trop âgée. Il s'agira alors, pour mériter son attention, que Maggie prouve ses valeurs. Des valeurs qui correspondent aux siennes. Alors là, non seulement la carapace tombera, mais il sera toujours là pour elle et personne ne sera plus important. En moins développé, c'est le même relationnel qu'on retrouve avec Sondra Locke dans Bronco Billy ou Charlie Sheen dans La Relève. Héritier de Frank Capra quand il filme les incertitudes qui sont essentielles à la nature humaine. Seuls ceux qui décident sans réfléchir et sans douter n'évoluent pas. Ainsi, il s'entoure de partenaires qui viennent alimenter régulièrement sa réflexion, comme le vieux Scrap, son meilleur ami, avec qui il co-dirige sa salle, et le père Horvath, le prêtre de sa paroisse. On retrouve aussi cette bienveillance quand Clint Eastwood prend le parti du jeune Danger. C'est un garçon simplet dont Scrap est le protecteur. Il subit les moqueries des vrais boxeurs. Mais le Clint Eastwood impulsif est vite de retour avec le coup de poing que balance Scrap à Shorel Berry qui vient de rosser Danger. L'ensemble du film est sublimé par le magnifique travail de Tom Stern, son photographe. Les jeux de contraste qu'il compose avec la pénombre et la lumière permettent à Clint Eastwood de pratiquer une mise en scène de l'épure tout en dessinant des personnages complexes qui sont sans cesse menacés par le destin. De plus, les silences, les regards et la vie, tout simplement, ont pleinement leur place dans un film qui sait prendre le temps de raconter, de montrer et d'accompagner les personnages. Eddie Dupree, dit Scrap, est un ancien boxeur devenu un peu l'homme à tout faire du Hit Pit. Il est aussi le meilleur ami de Frankie et attentionné avec Maggie quand celle-ci est totalement ignorée par lui. Il semble faire partie du décor à tel point qu'on découvre effectivement qu'il n'en sort jamais. Il est celui qui voit tout et qui semble tout comprendre avant les autres. Avec Frankie, ils se connaissent depuis si longtemps qu'il est le seul à partager son désert affectif. Mais Scrap est aussi le narrateur du film. Clint Eastwood utilise la voix de Morgan Freeman comme le son de ses notes de piano. Sa musicalité et sa gravité placent l'histoire hors du temps pour ne conserver que l'essentiel entre les personnages. Son importance est capitale dans le rythme du film, mais aussi dans sa tonalité. C'est une voix qui sort de l'obscurité, telle une lueur d'espoir. La voix d'un narrateur qui s'adresse à la fille du personnage de Frankie. Ce rôle en demi-teinte, qui transpire tellement l'univers de Clint Eastwood, est logiquement récompensé d'un Oscar pour le meilleur rôle secondaire masculin. But I especially want to thank Clint Eastwood for giving me the opportunity to work with him again and to work with Hilary Swank. This was a labor of love. Frankie Dunne entraîne des boxeurs, c'est sa profession. C'est un vieux bougon, comme seul Clint Eastwood sait les interpréter, avec humanité et avec un regard si habité, si fort. Frankie passe son temps à lire de la poésie de l'Irlandais William Yeats et à tenter d'apprendre le gaélique. Il cherche des réponses avec l'église que le prêtre de sa paroisse lui reproche de ne jamais trouver. Mais surtout, il est le père d'une fille absente. Elle semble partie tellement loin que toutes ses lettres lui reviennent. Frankie sait qu'il ne la reverra jamais. C'est de ce point de départ tragique que naît sa relation exceptionnelle avec Maggie. Désignée naturellement comme une fille de substitution, elle entame une relation avec son manager qui va bien au-delà d'un professeur et de son élève. La grande force du film passe essentiellement par l'incroyable rapport humain qui se noue entre les deux personnages. C'est donc une relation inédite qu'il propose.
celle où il se livre avec une sincérité nouvelle et totale. C'est le cas de la séquence où les deux voyageurs font une halte dans un diner qui propose les meilleurs lemon pie du monde, lui dit Maggie. Clint Eastwood, seul à ses côtés, dans la semi-obscurité d'une salle presque vide, lui dit « Now I can die and go to heaven ». Eh bien maintenant, je peux mourir et aller au paradis. Entendez deux sous-textes. Celui du personnage, eh bien maintenant que je t'ai à mes côtés, je peux mourir. Celui de Clint Eastwood, tu me vois tel que je suis. Pour la première fois de toute ma carrière, je ne joue aucun rôle. Son amour pour Maggie est autant celui de Frankie Dunn que de Clint Eastwood. Elle est sans doute le personnage préféré de tous ses films. Un amour total qui ne sera jamais consommé, mais qui s'épanouit dans une salle de sport fermée, un vestiaire minable, une voiture la nuit. Margaret Fitzgerald, dite Maggie, est originaire d'une famille très pauvre installée dans les Ozarks, dans le Missouri. Elle est montée à Los Angeles pour devenir boxeuse. En attendant de réussir dans son projet, elle est serveuse dans un restaurant. Elle récupère le contenu des assiettes pour manger à sa faim. Sa détermination à réussir dans la boxe part de cette phrase du narrateur. Elle avait grandi au milieu de nulle part et sa vie se résumait à une certitude, qu'elle ne valait rien. Son père, qu'elle vénérait, est mort. C'est donc un trésor inestimable que lui offre Frankie en devenant un père de substitution. Il découvre le reste de sa famille quand elle offre une maison à sa mère avec les gains de ses premières victoires. Clint Eastwood fait le portrait d'Américains moyens qu'il malmène régulièrement. Ce sont les mêmes qui mettent à l'écart la femme adultère dans Sur la route de Madison. Maggie va vivre une rencontre réciproque. L'un retrouvant l'énergie qui semblait disparue à jamais, l'autre pouvant enfin devenir quelqu'un. Comme l'écrivent les Avengers, des rencontres des laissés pour compte du rêve américain qui, ensemble, vont unir leurs talents afin d'arriver au bout de leur espoir. Pour finir, Frankie offre à Maggie un peignoir de satin vert avec l'expression gaélique Mokoshol qu'on peut traduire par « ma chérie, mon sang ». Lorsqu'elle reçoit son Oscar de la meilleure actrice, Hilary Swank regarde Clint Eastwood et dit « Clint, merci de m'avoir permis de faire ce voyage avec toi. Merci d'avoir cru en moi. Tu es Mokoshol ». Avec Marion, nous allons maintenant traiter d'une partie du film que vous ne devez absolument pas connaître si vous n'avez pas vu $1 Million Baby. Attention, la notoriété du film s'appuie aussi sur cette séquence qui fut gardée secrète par l'ensemble des journalistes à la sortie du film. Alors, si vous l'ignorez, allez directement à cette durée pour écouter la conclusion. C'est bon? Vous êtes partis? Alors on reprend. Clint Eastwood lance plusieurs fois le foreshadowing du tabouret, comme ici, ou à ce moment-là, ou là, encore. Ce tabouret qui sera fatal à Maggie. Protect yourself at all times. Protège-toi tout le temps, lui répète son coach. Elle ne voit pas venir le coup en traître que lui assène Ours Bleu. Ses vertèbres cervicales n'ayant pas résisté, Maggie est désormais devenue tétraplégique. Comme le dit Jean-François Roger dans Le Monde, la tournure mélodramatique déchirante que prend désormais le film touche ainsi, bien au-delà des préoccupations vaines sur la porosité des genres, la nature même de ce qui fait véritablement exister un personnage de cinéma. Clint Eastwood renverse alors plusieurs valeurs introduites dans l'autre partie. La déconstruction tragique du rêve américain, auquel on croyait fort avec l'ascension de Maggie. « Nous y sommes allés en avion », dira Maggie. « Nous sommes revenus en voiture », sous-entendu en ambulance, conclura-t-elle. La famille de Maggie, présentée dans l'autre partie comme indifférente à la réussite de Maggie, est maintenant dénoncée par l'auteur dans la séquence de l'hôpital. En effet, on découvre qu'elle en profite pour se rendre à Universal Studios avant de venir rendre visite à Maggie. Une visite qui n'a pour but que de mettre sa fortune sous tutelle. Par cette famille exécrable, affublée de produits dérivés Universal, Clint Eastwood met de nouveau le cinéma en représentation quand il pointe du doigt son ancienne maison de production, devenue un parc d'attractions. Parmi les nombreux compromis faits par l'auteur dans sa carrière, il en reste des impossibles à faire. La bêtise et la méchanceté seront toujours abattues froidement par Harry Callahan. Enfin, au-delà de l'état dramatique dans lequel se trouve Mokoshol, Clint Eastwood aborde aussi le thème de l'euthanasie. Maggie lui demande de mettre fin à ses jours. Clint Eastwood déconstruit alors aussi l'attachement de son personnage à l'église de la première partie. Après 23 ans de fidélité, elle ne peut finalement rien faire pour lui. Elle est incapable de lui offrir une réponse. « Si tu fais ça, tu seras perdu », lui dit le prêtre. Laissant donc la morale de l'église de côté et le spectateur abandonné avec sa propre opinion, c'est finalement une simple équation de scrap qui provoquera le dénouement. « Si elle meurt aujourd'hui, lui dit-il, sa dernière pensée sera « Je m'en suis pas mal sorti ». Le film est nommé dans 7 catégories aux Oscars et en obtient 4. Meilleur second rôle pour Morgan Freeman, meilleure actrice pour Hilary Swank, meilleur réalisateur et meilleur film pour Clint Eastwood. Le film remporte aussi 2 Golden Globes, réalisateur et actrice, et de nouveau le César du meilleur film étranger après Mystic River l'année précédente. La reconnaissance critique est unanime.
Jean-François Roger dans Le Monde conclut « On assiste à la synthèse miraculeuse d'une histoire et d'une mythologie, à la parfaite symbiose entre le fond et la forme, dont les contours respectifs se brouillent superbement. Le film, avec Sur la route de Madison ou Mystic River, fait partie de ceux qu'un large éventail du public préfère, bien au-delà désormais des amateurs de films de genre comme le polar ou le western. Dans un cinéma américain des années 2000, envahi par les images de synthèse, l'épure cinématographique que propose l'auteur constitue toute la noblesse d'un cinéma à l'ancienne. Clint Eastwood, dont la considération n'a jamais été aussi élevée, va maintenant se tourner vers la grande histoire de son pays. Ce sera le diptyque Mémoire de nos pères et Lettres d'Iwo Jima, 2 films de guerre qui feront l'objet de nos 2 prochaines vidéos. Nous terminons de nouveau sur l'image de Clint Eastwood, accoudé au bar du Bastringue avec Hilary Swank. Un moment hors du temps, vital pour l'auteur et totalement à l'image du film. Aussi simple qu'il est précieux. Bon film!